Samedi 6 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, la priorité du président de la République, Andry Rajoelina, qui est partagée par les économistes et les politiciens, est d'établir un gouvernement compétent et surtout intégré dans l'exécution des travaux de développement. Ce sont les éléments de base pour une administration efficace et transparente et la mise en œuvre de la politique de développement menée par le président de la République. Le développement social et économique est une tâche urgente pour les ministres à nommer et pour le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage de Cécile Vain et Secha Anjenab. Il est de la responsabilité du gouvernement dirigé par le Premier ministre de mettre en œuvre la politique de développement du président de la République et de gérer les affaires de l'État. Selon un économiste et politicien, il est juste et équitable d'établir la sélection après les enquêtes concernant les postulants en vue de la nomination des membres du gouvernement. Avoir un gouvernement qui remplit les conditions qui ont été définies par le président de la République, Andry Rajoelina, garantira le succès de la réalisation de cet objectif, indique ce dernier. Le peuple attend la réalisation de nombreuses tâches urgentes qui doivent être accomplies par les membres du gouvernement, conformément aux promesses du président de la République, Andry Rajoelina, lors de la campagne. Un des exemples est la restauration du pouvoir d'achat des Malagasy. Il est de la responsabilité du Premier ministre de mener à bien la mise en œuvre des politiques de développement et des affaires gouvernementales, comme l'explique le président du GNEPUD ou du groupe national d'experts et de professeurs des universités pour le développement aujourd'hui. Toujours dans cette page politique, cesser de faire pression sur la foi et surtout sur la question ethnique en attendant la proclamation des membres du gouvernement, ont déclaré aujourd'hui des politiciens natifs de la région d'Antsim Atsnan à Antanarin. Selon eux, il faut beaucoup de courage pour intégrer le gouvernement car le président de la République sera strict et ne fera aucun compromis sur la capacité de gestion des ministres dans la mise en œuvre de la politique de développement du pays. Un reportage signé Cécile Vain, Anienne Martina sur les images de Secha Anjenab. Madagascar doit avancer, tel est le mot d'ordre qui sera exécuté par le membre du gouvernement lors du deuxième mandat du président de la République, Andry Rajoelina. À cet égard, seul le président déterminera ceux qui seront capables de mettre en œuvre la politique de développement. Il est certain que les personnes nommées seront des personnes compétentes et loyales, mais aussi des personnes de confiance au vu des tests et enquêtes qui seront effectués. Comme le témoigne la réintégration du Premier ministre Ntsa Christian à la tête du gouvernement par le président de la République, ce dernier mise beaucoup aussi sur l'expérience, la capacité de mener à bien l'administration du pays et les travaux de développement, souligne ce politicien. Les hommes politiques ont déclaré que le travail sera accéléré après la nomination du nouveau gouvernement. Il a déclaré que l'on peut s'attendre à ce que les résultats et les promesses du président de la République soient déjà visibles dans les 100 jours après cette nomination. Dans les actualités de ce jour également, le ministère de la Justice, en collaboration avec les secteurs concernés, examine actuellement la révision du code pénal, notamment en ce qui concerne le viol des mineurs. Le ministère de la Justice condamne les violeurs d'enfants et les auteurs de violences basées sur le genre, a confirmé aujourd'hui le directeur général des affaires judiciaires au sein du ministère de la Justice, compte tenu de la récente augmentation des cas de viol à Madagascar. Le gouvernement a pris des mesures et continuera de prendre des mesures plus strictes. Reportage de Anienne Martina et Secha Anjenab. Les cas de viol sur mineurs ont augmenté au cours des 3 derniers mois de l'année 2023. Sans parler de l'incident survenu à Brickaville le 25 décembre dernier, une fillette de 2 ans a été violée par son oncle de 40 ans. Les articles 332 et 333 du Code pénal définissent les délits liés au vol sur mineurs. Il est qualifié comme tel toute forme de rapport sexuel avec une autre personne, avec violence, coercition ou menace. Dans cette politique disciplinaire, le directeur des affaires judiciaires a précisé la poursuite du procès même si la victime retire sa plainte, l'interdiction de l'octroi d'une libération sous caution aux violeurs et la demande de peines sévères, mais aussi un appel en cas d'insatisfaction sur la décision judiciaire ou appel de la demande formulée par le jugement du ministère public. Le ministère de la Justice a confirmé que ces conditions sont suivies de près pour exécution et le gouvernement est désormais en train de réformer ce code pénal.
Le ministère de la Justice prendra des mesures et ne fera preuve d'aucune tolérance à l'égard de ceux dont il a été prouvé qu'ils ont commis un vol, a confirmé aujourd'hui le directeur des affaires juridiques au sein du ministère de la Justice. Et dans la page faits divers, des pierres précieuses pesant 56,87 kg qui étaient sur le point d'être exportées illicitement ont été saisies et conservées au bureau des douanes de Mammour Hivat. 4 personnes, des hommes et des femmes malgaches et un ressortissant sri-lankais, sont soupçonnés d'avoir donné des fausses informations concernant ces pierres destinées à l'exportation. Après vérification, il s'est avéré que ces pierres sont des pierres précieuses et non des labradorites, des cristaux et des quartz comme indiqué dans la déclaration faite par ces derniers. Ces pierres ont été immédiatement confisquées par les responsables et les fraudeurs ont fait l'objet de mesures conformément à la réglementation douanière en matière de fraude selon les sources. Dans un tout autre sujet, l'installation du pont modulaire provisoire dans le Fukuntan de Mazing et commune de Fianarantsoa au PK 416 plus 300 sur la route nationale 7 a été achevée ce midi. Les travaux ont duré 3 jours. La route qui, rappelons-le, a été coupée au niveau de Mazing suite aux pluies torrentielles apportées par le cyclone Alvaro. Mère Vlad Sfiran nous en dit plus. Le délai mis en place pour la coupure de la route a été respecté car ce pont modulaire est maintenant accessible à la circulation depuis ce midi. Les travaux d'installation de ce pont modulaire ont duré 3 jours. Les travaux d'urgence au niveau de la route de Mazing sont déjà en cours après les pluies torrentielles apportées par le passage du cyclone Alvaro, ce qui a conduit à la coupure de route au niveau de ce Fukuntan. Après les travaux d'urgence, la circulation a été rétablie depuis mercredi. Mais il est important de préserver la sécurité routière, raison pour laquelle ce pont modulaire a été mis en place pour éviter les dangers et protéger les riverains face aux éventuelles montées des eaux. Le pont modulaire est déjà accessible actuellement et la circulation est rétablie sur la RN7. Et puisqu'on a parlé de cyclones et de ses conséquences, les niveaux de l'eau diminuent rapidement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun risque d'inondation pour la capitale. C'est ce que l'on constate après le passage justement du cyclone Alvaro et les pluies qui se sont succédées depuis quelques jours. Cela signifie qu'Antananarive est bien préparé à affronter les intempéries selon la PIPA ou Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive. Les travaux effectués se basent sur le ramassage d'au moins 2300 mètres cubes d'ordures dans des grands canaux, la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures de pompage, mais aussi les appuis apportés par l'État à la PIPA. Reportage de Cécile Vin et Nzara Njianso. Nous sommes actuellement en pleine saison de pluie et un cyclone vient de passer dans le sud-est du pays, mais ce que l'on constate ici à la station de pompage d'Amboudmit, c'est que le niveau de l'eau est bas comparé à la même période lors des saisons précédentes, ce qui facilite le travail des responsables. Cela prouve qu'Antananarive a été bien préparé à faire face à cette saison pluvieuse, selon les explications fournies par les responsables au sein de la PIPA. La station de pompage d'Amboudmit déverse les eaux de pluie d'Antananarive vers les rivières pour assurer la sécurité des habitants des zones basses. Comparativement en 2022 à cette période, plus de 20 000 personnes avaient été évacuées et déplacées à cause des pluies, alors que cette année seulement, 1 700 ont été déplacés selon les explications. Toutefois, la tâche devient difficile actuellement du fait des ordures et autres déchets qui sont jetés dans les canaux, mais aussi les boues qui doivent être régulièrement enlevées et jetées en Jalanch. La PIPA a renforcé que les barrages détruits par les catastrophes naturelles en 2022 sont déjà réhabilités. Ainsi, les barrages d'Ikupa dans la commune d'Antananarive de la Sour, celui de Sissouni à Ampitataf et d'Ankad dans la commune de Tanzumbat ont été complètement réhabilités. Et passons à présent aux actualités internationales. Théâtre ce jour de nouvelles frappes israéliennes. La bande de Gaza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable, alerte l'ONU aujourd'hui. France 24 nous en dit plus. Depuis Rafah, dans le sud de l'enclave, on aperçoit la ville de Khan Younes recouverte d'un épais nuage de fumée. L'armée israélienne pilonne le secteur sans relâche, presque 3 mois après le début de la guerre. Khan Younes est devenu ces derniers jours l'épicentre des combats entre les soldats israéliens et le Hamas. Mais le centre de l'enclave n'est pas épargné non plus.
L'État hébreu affirme y avoir éliminé une cellule terroriste à coups de raids aériens et de combats au sol. À Gaza, les habitants ne sont en sécurité nulle part. En témoignent ces images au nord de l'enclave, un paysage de désolation dans ce qui était le camp de réfugiés de Jabalia. Le quartier entier est totalement détruit. Je ne sais pas où les gens peuvent revenir. Où allons-nous vivre? Regardez la destruction par vous-même. Mais malgré tout, nous resterons ici pour garder notre dignité. Nous utiliserons des tentes s'il le faut, mais nous vivrons ici. D'autres, pour éviter une mort certaine, ont fait le choix de partir plus au sud. 1 900 000 Gazaouis déplacés dans l'enclave assiégée en l'espace de 3 mois. Une population en proie aux pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments. Les rares hôpitaux existants n'ont pas le matériel adéquat pour prendre en charge les malades et les blessés. Nos hôpitaux sont devenus des cimetières où des centaines de personnes meurent. Des milliers meurent en dehors des hôpitaux à cause du manque de fournitures médicales, de services médicaux, de traitements chimiques et d'analgésiques. Ce sont des patients atteints de maladies rénales ou de cancer pour certains. Mais nous ne disposons pas des appareils nécessaires pour les traiter. Pour soulager les Gazaouis, la France et la Jordanie ont largué 7 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Quelques 150 camions contenant de l'aide ont pu entrer dans le territoire jeudi. Mais pour les ONG et les Nations Unies, ces approvisionnements restent largement insuffisants. Et dans la vieille ville de Jérusalem, une partie du quartier arménien est menacée de démolition. Le jardin des Vaches, un lieu historique, a été racheté en 2021 par un homme d'affaires australien afin d'y construire un hôtel. Un projet auquel tentent de s'opposer de nombreux Arméniens. Mais depuis fin octobre, ces derniers assurent subir des intimidations de la part du nouveau propriétaire dans un contexte de multiplication d'attaques à leur encontre. France 24, toujours. À 2 pas du monastère de Saint-Jacques, dans la vieille ville de Jérusalem, la bataille pour une parcelle de terrain s'est convertie en lutte pour l'avenir de la plus vieille diaspora arménienne au monde. Pour faire simple, nous nous battons pour notre existence. Les gens pensent qu'il s'agit d'un simple parking, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un terrain qui nous appartient depuis plus de 700 ans. C'est ici que les survivants du génocide arménien ont trouvé refuge il y a plus de 100 ans. Mais en 2021, un accord a été signé entre un investisseur juif australien et un représentant du clergé arménien pour y construire un hôtel de luxe. Aujourd'hui, des activistes font tout pour que ce site historique ne soit pas privatisé. Nous avons installé cette clôture pour empêcher les bulldozers d'entrer et de s'emparer illégalement du terrain. Les habitants jugent l'accord illégitime car ils n'ont pas été consultés. Certains, comme Hagob Jernazian, campent aujourd'hui nuit et jour dans cette tente ou dans leur voiture. Depuis plusieurs semaines, la communauté subit des attaques répétées, dont certaines sont mandatées par la société à l'origine du projet immobilier, selon l'aveu même des agresseurs. Ils ont avoué avoir reçu de l'argent de la société Xana, pour venir attaquer les Arméniens et essayer de s'emparer illégalement des terres que les Arméniens défendent. Nous avons contacté un responsable de Xana Capital, mais nos demandes d'interview sont restées sans réponse. Ces attaques surviennent alors que le quartier arménien de Jérusalem-Est est au cœur de tensions communautaires grandissantes depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite religieuse israélienne. Les lieux saints sont vandalisés par les colons et les extrémistes. Le clergé est attaqué, les membres de la communauté sont attaqués et tout cela s'est produit récemment au cours de l'année écoulée. Les Arméniens de Jérusalem, dont la présence remonte à plus de 1600 ans, sont plus que jamais déterminés à préserver cette terre de refuge. À Taïwan, 20 millions d'électeurs se rendent aux urnes le 13 janvier pour les élections présidentielles et législatives. Leur vote détermineront la politique intérieure de Taïwan, mais aussi la relation de l'île avec Pékin. Alors que les accusations d'interférence chinoise sont au centre de la campagne, des ONG locales et des organisations de fact-checking s'efforcent de lutter contre une désinformation grandissante. Toujours un reportage signé France 24.
Plus que quelques jours avant les élections à Taïwan, la campagne bat son plein. À ce meeting du Parti démocrate progressiste, considéré par Pékin comme une organisation séparatiste, les militants s'inquiètent de la montée de la désinformation. Les fake news se confondent de plus en plus avec l'actualité. Je trouve ça très effrayant. Ça a un impact sur nous, sur nos vies et sur le climat politique. Régulièrement confronté à la désinformation en ligne, cet électeur envoie les publications suspectes à un centre de vérification. Ce SMS dit que cette année, toutes les caméras de surveillance autour des bureaux de vote seront éteintes pendant le vote. Je l'ai envoyé au centre de vérification et voilà leur réponse, c'est faux. De l'autre côté de l'écran, Eve Chur travaille avec 10 journalistes pour contrer les rumeurs en temps réel. Les rumeurs en lien avec l'élection ont augmenté ces derniers mois. La plupart portent sur les candidats et concernent leur nationalité, leur éthique, mais aussi leur patrimoine. Le mois dernier, ils ont repéré et démenti 50 fake news, comme cette vidéo générée par l'IA. Les autorités taïwanaises incriminent la Chine, des accusations démenties par Pékin. Nous n'avons pas de preuves tangibles, mais il est raisonnable de déduire que cela vient de Pékin. Pour ce chercheur, la désinformation accentue la polarisation du débat public. La guerre psychologique menée par la Chine fait du mal, pas parce qu'elle peut modifier les résultats de l'élection présidentielle, mais parce qu'elle intensifie des divisions qui existent déjà dans la société. D'après une étude suédoise, Taïwan est la première cible de désinformation dans le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.